À nouveau, bienvenue. Donc maintenant, c'est la partie démo de la BI 2025. Alors, sachez, avant d'entrer vraiment dans la partie démo, euh, on a beaucoup de choses dans la BI 2025 et mon propos ne va pas être de vous montrer le détail de chaque fonctionnalité, de me focaliser sur les principales thématiques de la BI 2025. Alors, j'avais préparé un deck, on va le parcourir très rapidement. Vous aurez toutes les slides de toute façon à la fin de cette session. Dans Business Object, on a trois objectifs concernant, enfin, si on se focalise sur Webby. Le premier, c'est vous permettre de créer des dashboards et on a fait ce qu'il fallait pour réaliser cela. Le deuxième, c'est toucher des nouveaux utilisateurs. Par nouveaux utilisateurs, je parle d'utilisateurs qui ne sont pas nécessairement dans vos organisations et qui donc ne sont pas nécessairement des utilisateurs Business Objects. Comment les toucher et leur fournir des documents Webby qui restent interactifs. C'est ça la solution. On appelle ça le Webby Document Extract, WebEx. Je vous en fais la démo dans quelques instants. Dans Webby également, on a fait tout ce qu'il fallait pour que Webby pour que le mode dashboard et la création de rapports paginés et de dashboard soit plus simple. Donc, on parle d'amélioration de l'efficacité dans l'interface de création. Pour la plateforme, côté back-end, côté services, on a effectué des choses concernant la configuration et le support des derniers standards de sécurité. Bon, ça, normalement, c'est invisible pour l'utilisateur final, c'est plus pour l'IT, mais on a fait des choses dans ce domaine. J'en parlerai pas, hein, franchement. Par contre, je vous montrerai cela. C'est que dans le BI Launchpad, vous pouvez mettre des KPI dans le BI Launchpad directement. Comme ça, l'utilisateur n'a pas à aller ouvrir le document pour prendre connaissance d'une information qui est importante dans sa routine journalière. Alors, terminé le slideware. Maintenant, en mode démo. Vous voyez toujours mon écran? Oui, toujours. Ok, j'ai basculé en mode plein écran. Voilà, donc ça, c'est le BI Launchpad BI 2025. Il est strictement identique à celui de la version 4.3 modulo. Pour ceux qui ont un œil aiguisé, vous avez peut-être remarqué qu'il y a une entrée supplémentaire en haut qu'on appelle mes tuiles. Voilà, My Tiles. Et effectivement, c'est ce que je vous indiquais précédemment. L'utilisateur va pouvoir définir des tuiles qui correspondent à son business. Donc des tuiles, c'est une représentation d'une information qui existe déjà. Donc, à savoir que les informations que j'affiche là sont déjà disponibles dans un document Webby. Cependant, pour en prendre connaissance, avant, il fallait ouvrir le document Webby. Ce qu'on fournit, c'est que maintenant, l'utilisateur va pouvoir dire cette information dans ce document Webby, j'aimerais l'avoir à chaque fois que j'ouvre le BI Launchpad. Donc c'est très simple, on clique sur plus, on lui donne un titre, tuile numéro 5. On colle ici une URL qui correspond à une URL. On a un exemple ici, Open Document. Vous avez suffit d'aller dans le document concerné, clic droit sur la visualisation Open Document et vous obtenez une URL. D'ailleurs, je me demande si c'est pas celle que j'ai là. Bah tiens, j'en ai une. Voilà, parfait. On la valide. On choisit une taille de tuile. Donc, soit c'est custom, vous la retaillez vous-même, soit vous faites une tuile 1 par 1, une par 2, 2 par 2. On va choisir la custom, on valide. On attend un petit peu, le temps que ça charge. Et voilà, vous avez une tuile qui est une KPI sur les ventes. Et vous pouvez faire cela pour n'importe quelle précédent sur un graphique ou sur une table. Par ailleurs, c'est une nouvelle table. On en parlera dans quelques instants. Voilà. Et à partir de là, une fois que je vois par exemple que la manière dont c'est créé, je vois une certaine déviation, et ben, en cliquant ici sur n'importe quelle de ces tuiles, je peux aller dans le document concerné directement. Voilà, c'est le Go to document. Fin de la première partie de la démo, le BI Launchpad. Maintenant, deuxième démo. Alors, vous voyez, la tuile apparaît ici. On va rebasculer sur au tout début, quand on crée un document Webby, on a besoin de données. Et vous n'êtes pas sans savoir maintenant qu'à partir de la BI 4.3 Service Pack 4, nous avons introduit une nouvelle entrée dans l'interface Web Intelligence. En dessous du mode consommation, du mode création, du mode structure, on a le mode data, données. Alors, pour les personnes pour lesquelles ce mode est nouveau, je vais rapidement rappeler à quoi ça sert, pourquoi on l'a fait, ce qu'on peut faire et quelles sont les nouveautés de la BI 2025 pour ce mode en particulier. D'abord, le mode
Mode data, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un endroit où vous allez pouvoir trouver vos données. Dans un document Webi, par défaut, en moyenne, ce qu'on a constaté, c'est que vous avez 7 requêtes. Alors, comment sont visualisées les requêtes? Deux parties, deux premières. La première, c'est un mode preview. Ici, je vois les données d'un cube. Et un cube, c'est le résultat d'une requête. Ça correspond à celui-ci. Donc, c'est dans la partie flow, la partie sous-jacente en dessous, que vous pouvez maximiser par ailleurs, de même que je peux maximiser le mode preview. Donc, je peux voir les résultats de mes requêtes, une par une, ce qui me permet de faire plusieurs choses. Donc, je peux, comme je vais revenir ici sur le premier jeu de données, prévisualiser l'ensemble de données pour comprendre un peu ce que ma requête a ramené. Alors, ma requête, on en parle, je peux avoir des requêtes qui ont des sources de données différentes. Ici, par exemple, j'ai une source de données qui est un univers, qui pointe vers une base, je crois que c'est Oracle. J'ai un univers qui pointe vers une base SAP HANA. J'ai un fichier Excel et j'ai un fichier texte. Ces fichiers texte, sur ces bases de données, j'ai effectué une requête. C'est le sens de ce premier objet ici, en bleu-gris. D'ailleurs, si je crie ici « Edit », qu'est-ce que ça ouvre? Ça ouvre mon outil de requêtage, ce qu'on appelle le query panel. C'est là où je peux le mettre à jour, le modifier, l'enrichir et l'exécuter à nouveau. Et le résultat de cette requête me donne un cube. Le cube, c'est le composant technique qui va recevoir initialement le résultat de mes données. Et encore une fois, je peux prévisualiser l'ensemble de mes cubes dans la partie preview au-dessus, et une par une, et un par un. Donc, je peux prévisualiser mes données. Première chose. Deuxième chose, je peux les explorer. J'ai un mode facette qui me permet de voir chacune des occurrences correspondant à chaque dimension. Typiquement, je vois que pour l'année year, pour la dimension année, j'ai 3 occurrences. 2017-2019. Pour la dimension ligne de produit, j'en ai 12. Et je peux voir chacun des poids associés. Je vois que j'ai 2384 lignes pour 2019. J'ai 1870 lignes pour accessoires. Donc, on effectue un count. Si je veux, je peux remplacer cette représentation par une autre mesure. Au lieu de faire un count, je peux utiliser une des mesures ramenées par cette requête. Typiquement, pour cette requête, ça m'a ramené cet ensemble de dimensions et c'est 1, 2, 3, 4, c'est 4 mesures. Donc, typiquement, ici, je peux visualiser mes lignes de produits par revenu. Je peux faire un tri ascendant, descendant et voir quel est le produit le plus vendu pour toutes les années. Hein. C'est global. Revenir sur le count. Voilà. Ça permet donc vraiment de prendre conscience de la manière dont le poids de chaque ligne, mais de voir aussi d'identifier très rapidement des erreurs. Typiquement, si une information est mal codée dans la base de données et je le récupère un tel dans mon cube, je peux le modifier. Donc, c'est la troisième chose que vous allez pouvoir faire avec ce mode, c'est que vous allez pouvoir faire de la transformation. Et pour cela, on vous fournit des transformations ad hoc, c'est-à-dire en un clic. Tout mettre en uppercase pour la ligne de produit, tout mettre en lowercase. Remplacer, par exemple, remplacer une string par une autre. Typiquement, ici, regarde, on va prendre l'exemple de quarter. J'ai quarter, Q1, Q2, Q3, Q4, et je vais remplacer non pas tout ce qui est Q par en anglais trimestre, donc quarter. Et voilà, en un seul clic, j'ai fait une substitution très facilement. Et cela se fait, non pas dans la base de données, se fait localement dans le cube. Hein, et ce qui signifie aussi que c'est ce genre de transformation en un seul clic. Si par exemple, je devais rafraîchir ce cube, eh ben, ces transformations se réappliqueront automatiquement sur toute nouvelle entrée à l'intérieur de mon cube. Un autre exemple, hein, là je l'ai fait globalement, mais si par exemple Colorado, je devais le remplacer par autre chose, c'est plus du Colorado, mais on va dire que maintenant c'est du California, et bien c'est fait, en un seul clic. Et devinez quoi? On a ajouté le nombre de lignes à ligne. Mais vous me direz, si j'ai fait une erreur, je vais revenir en arrière. Et bien c'est très simple. Troisième partie, on va composer, regardez ce qui est un peu à gauche, dans les propriétés de chacun de ces objets. Donc si je regarde déjà mes cubes,
Donc ici, on a la liste des cubes qui sont matérialisés ici. Je les retrouve ici. Si je regarde l'objet state, donc qui se trouve pour les ventes 2017-2019, il est ici. Je vois que j'ai une petite icône qui m'indique que cet objet a été transformé. Je le sélectionne, je vais dans les propriétés, FX, et voilà, je retrouve ma transformation. Donc je peux avoir plusieurs transformations appliquées sur cette dimension, et si je veux revenir en arrière ou toutes les annuler, j'annule tout simplement de cette manière. Voilà. Donc, voici ce que vous pouvez faire. Transformer vos données, les enrichir si vous le souhaitez. Enfin, dernière chose que vous pouvez faire, vous pouvez les fusionner. Donc ici, c'est dans la partie flow qui est en bas, j'ai les ventes 2017-2019, ventes 2020-2022. Est-ce que ce ne serait pas génial si j'avais un seul cube qui reprendrait l'ensemble de mes ventes de 2017 à 2022? Et bien, c'est très simple. Je sélectionne le premier cube, je sélectionne le deuxième cube, et maintenant, je dis, je veux les synchroniser. Je synchronise. Je ne veux pas faire un join, je veux faire un append, c'est un ajout. J'ai exactement le même nombre de colonnes avec les mêmes en-têtes. Je valide. Et voilà. Alors, on va lui donner un nom plus simple. Edit. Le nom, c'est vente de 2017 à 2022. Update. Et voilà. Donc là, ce qu'il a fait, il a fusionné les deux cubes. Ça se matérialise par le nombre de lignes. On a bien fait un ajout. J'ai toujours 11 colonnes. Et surtout, il me donne une prévisualisation de ce cube, ce qui me permet de vraiment de gagner en confiance. Je peux à nouveau l'explorer et si je veux, je peux appliquer des transformations sur ce cube. Et je peux aller de manière itérative de cette manière pour construire à la fin de mes transformations un seul et unique cube. Et vous me direz, regardez, l'ensemble du cube virtuel que je viens de créer, vente 2017-2022, apparaît. Et si je veux, c'est ce dernier cube que je peux exposer à mon utilisateur lorsqu'il va vouloir entrer dans le mode design création. Et de la même manière, si je veux ne présenter que ce cube et uniquement ce cube virtuel, ce qu'on appelle le cube vente 2017-2019, j'ai la possibilité de cacher les cubes que je ne veux pas exposer parce qu'ils sont devenus inutiles. Voilà, j'ai donc cette possibilité de faire un montrer caché dans cette partie. Ces fonctionnalités, c'est disponible à partir de la BI 4.3 SP4. Alors, pourquoi on a fait cela? Encore une fois, vous avez tous en moyenne 7 requêtes, 7 cubes par document Webby. La fonctionnalité que vous utilisez et qui est toujours disponible aujourd'hui s'appelle la fusion de dimensions. C'est toujours là, vous pouvez utiliser, ça reste là. Cependant, ça, c'est beaucoup plus puissant. Pourquoi? Ce qu'on constate dans l'utilisateur, c'est qu'ils utilisent Excel pour faire cela. Ils font du VLOOKUP, HLOOKUP ou du XLOOKUP. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font une requête sur un univers, ils récupèrent le cube, ils font un export vers Excel. Une fois qu'ils sont dans Excel, ils vont chercher un autre fichier Excel, ils créent 2 tables et ils créent une troisième tabulation dans laquelle ils vont faire un VLOOKUP pour créer un jeu de données qui fusionne les données des 2 premières tabulations. Une fois qu'ils ont fait cette table dans le fichier Excel, ils vont chercher le document Webby et ils créent un document Webby sur ce nouveau fichier Excel. Waouh, ça semble un peu compliqué. Ça, c'est beaucoup plus simple. Les actions de fusion, les actions d'ajout se font de manière intuitive et surtout, vous pouvez avoir confiance dans ce que vous créez parce que vous prévisualisez immédiatement le résultat. J'ai fait un ajout de cube à cube. Ce qu'on peut faire également, c'est des joins. Et pour cela, on vous fournit tous les opérateurs nécessaires et indispensables. Alors là maintenant, je vais parler du différentiel et des nouveautés BI 2025. En 2025, les joins, les jointures qu'on vous fournit sont des jointures droites, ici, by join, et wide join sans intersection. Donc ça, c'est nouveau en BI 2025. Toutes les autres types de jointures sont déjà disponibles depuis la 4.3 SP4. Donc ça, c'est la nouveauté. Autre nouveauté, je vous ai parlé des transformations que vous pouvez appliquer en un seul clic. Ici, upper, lower, remplacer, couper, ajouter. Ce qu'on fournit en BI 2025, et je vais le faire sur cette dimension ici, c'est cette entrée,
FX Formula. Et je pense que vous avez compris. Maintenant, à partir de BI 2025, dans le mode données, vous allez pouvoir transformer vos données ici grâce à la puissance du Cube Editor, du Formula Editor. Et vous donne accès à tout. Vous pouvez accéder à l'ensemble des formules exposées dans le Formula Editor. Si vous voulez faire un if then else statement, c'est possible. Des fonctions logiques, etc., des numériques, des transformations, tout est possible. Alors ici, pour cet exemple, je vais te faire un truc très simple. Je vais faire state plus concaténation avec city. Hop, hop, si, mon objet city qui est là. Vous voyez, on a au plus de l'auto-completion de la. Ça vous propose l'objet. Je valide. Et cela enrichit ma dimension state état automatiquement in place dans ce cube virtuel, dans le cube original. J'aurais très bien pu le faire dans le cube virtuel. Encore une, enfin, je l'ai fait dans le cube virtuel, excusez-moi, dans le cube qui joint qui a été synchronisé à partir de ces deux cubes. Vous pouvez le faire à n'importe quel endroit. Ici, dans ID et description, si vous voulez. On va faire l'exemple ici, formula, plus, tap, espace, plus, ouvrez les crochets, des, SKU description. Et voilà, et je valide. Ah oui, parce que c'est un number, c'est pas le même type. Bon, désolé, il aurait fallu appliquer d'abord, transformer mon number en string avant d'appliquer cette transformation. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que vous avez compris le concept et la puissance de cette nouvelle fonctionnalité, pouvoir faire appel aux formules pour enrichir les dimensions directement dans le jeu de données. Et ce que vous pouvez faire en plus, si vous voulez aller plus loin, alors on va prendre quel cube? On va prendre le cube ici, c'est celui-ci. Vous pouvez l'appeler de cette manière directement. Donc là, vous avez créé une nouvelle variable, c'est-à-dire vous avez créé, on va appeler ça test variable. On va créer une variable de type dimension et mesure, et on va dire c'est égal à, encore une fois, state, je reprends, je recrée la même chose, plus espace state, et ce sera mon objet encore city. Et voilà. Donc là, au lieu de le faire directement au niveau de la dimension, je crée une nouvelle variable et je valide. Et ce qu'il fait, il a créé une nouvelle variable de type dimension qu'on appelle test variable et elle a été ajoutée à mon cube. À savoir que une fois que vous faites cela, quand vous appliquez des transformations via le langage de formule, une fois que l'on bascule en mode création, toute la complexité que vous avez pu mettre en œuvre pour créer cette formule, et encore une fois, si je sélectionne ma variable, par exemple ici dans mon state, state, propriété, transformation, ici, si vous avez créé un paragraphe de 10 lignes, tout cela reste caché pour l'utilisateur final. Donc, c'est beaucoup plus simple. Donc, ce qu'il va avoir, il va avoir juste une dimension, un objet de type state, mais qui fait appel au formula language. Mais il n'accédera pas à la définition de cette transformation qui est ici. Même chose pour cette variable de type dimension. Il n'accédera pas à la formule utilisée. La seule manière de pouvoir l'éditer, c'est de rebasculer dans le mode de données si vous lui donnez cette opportunité. Mais pour lui, tout cela est totalement transparent. Il voit juste un objet de type testvar qui est un objet parmi tous les autres. Alors effectivement, Grégory, je me permets d'intervenir ici pour faire une petite pause. Ce que tu montres, ça a l'air très simple d'utilisation et ça a l'air d'être une usine à gaz en fait sans ça, ce que tu expliquais avec les fichiers Excel. Je te propose de prendre peut-être 1 ou 2 minutes pour prendre 2 ou 3 questions. Est-ce que ça te va? Oui, je t'en prie. Oui. Donc je vais prendre les questions. Il y a des questions concernant 360 qui correspondent à la session d'avant. Je vais les traiter rapidement. Donc on a Hicham qui demande si le module 360 sont intégrés à la BI 2025 ou est-ce que c'est à part? La réponse c'est que c'est à part. C'est complètement indépendant. C'est des outils que Wisdom édite et qu'il va falloir acquérir en plus de la BI 2025, entre guillemets. Et on a Vincent, toujours sur le thème 360, qui demande si on loue les outils pour le temps d'une migration. Alors la réponse est techniquement non, mais comme je l'ai expliqué, c'est une souscription annuelle. Donc votre migration va s'étirer sur un certain nombre de mois, de semaines. On a beaucoup axé aussi les outils
pour qu'ils répondent à des problématiques en termes de migration, mais ils sont capables de faire beaucoup plus de choses. Donc, même si vous voulez utiliser le temps de la migration, vous trouverez aussi beaucoup d'intérêt pour, entre guillemets, en dehors de la migration, pour les garder. Mais le minimum de souscription, comme je l'ai dit, c'est 1 an. Donc, vous pouvez tout à fait les prendre 1 an et ensuite, c'est le principe de la souscription. Vous pouvez l'arrêter annuellement. On a une question plutôt pour toi. Oui. Grégory, Eric qui nous dit qu'aujourd'hui, l'utilisateur final ne peut pas accéder au mode de data. Est-ce que sur la BI 2025, il pourra voir sans modification ce mode? Sans modification, ce mode, c'est-à-dire, alors déjà, il va avoir besoin des droits de design, mais peut-être que ce à quoi cet utilisateur est confronté, c'est qu'on a dû lui cacher le mode données. Voilà. Donc à partir du moment où l'utilisateur a des droits sur le document, des droits de design, et qu'on lui donne la possibilité d'accéder au mode données, il va pouvoir y accéder et faire un peu, j'ai presque envie de dire, ce qu'il souhaite. Mais il faudrait que je valide ça à côté. Je ne suis pas très à l'aise sur les droits d'autorisation. Bon, toujours est-il que ça se contrôle, encore une fois. La réponse, typiquement, c'est que c'est un problème de droit d'accès ici, de droit granulaire, c'est ça? Potentiellement, oui. Potentiellement. OK. Et donc, on va prendre une dernière question de Christian qui se demande si la transformation doit être effectuée directement sur le cube ou sur un cube enfant. Vous choisissez, ça dépend de vous. Encore une fois, il n'y a pas de règle. Pour nous, c'est indifférent, parce que tout ça, c'est des opérations logiques qu'on exerce dans le monde de Webby. Donc, encore une fois, c'est un choix. Pour nous, c'est indifférent. Vous choisissez la manière, l'endroit où vous voulez effectuer vos transformations, là où ça vous semble le plus logique. Alors effectivement, si vous avez beaucoup de transformations à faire, il faut et que vous avez beaucoup de cubes en départ, il faut éviter de s'éparpiller pour retrouver ces petits. Donc à vous de choisir la meilleure méthodologie où vous vous retrouverez. Parfait. Merci pour tes réponses et puis je te laisse continuer à dérouler ta Eh ben, présentation. ouais, ça marche. Et je vais revenir là au préambule, la transition qu'on a utilisée pour les univers multisources UNX. Donc effectivement, quand vous êtes confronté aujourd'hui dans un univers multisource UNX qui vont s'arrêter avec la BI 4.3 mais qui ne seront pas disponibles en BI 2025, ceci peut être une solution. Et pour moi, c'est une excellente solution. Donc effectivement, vous avez un univers multisource UNX. Vous allez devoir, donc avec plusieurs connexions, vous allez devoir créer un univers par connexion. Voilà. Donc imaginez maintenant que vous pensez créer un document Webby et que dans ce mode données, vous créez des requêtes pour chacun des univers qui correspondent à une des connexions de cet univers multisource. Donc typiquement, si j'ai si j'avais un univers avec 2 connexions, on va dire Oracle, enfin 3, Oracle, DB2, Microsoft, ben vous allez obtenir préalable, c'est de casser cela et d'avoir 3 univers relationnels, un pour Oracle, DB2, Microsoft. Une fois que vous avez cela dans le mode de données, vous allez créer 3 cubes, 3 requêtes. Le premier pointant vers Oracle, qui sera ici. Le deuxième pointant vers DB2, qui est là. Le troisième pointant vers Microsoft, qui est là. 3 requêtes, 3 cubes. À vous après d'agencer, d'utiliser la synchronisation pour créer ce jeu de données qui prendra, et j'espère pour vous, comme référence la clé unique de chacun de ces requêtes pour créer un jeu de données, un cube virtuel, que vous pourrez utiliser pour créer votre document Webby et ou mettre à disposition de vos utilisateurs. De la même manière, tout ce que l'on fait ici, ce qu'on appelle le concept de Webby Data Model, le modèle de données Webby. Soit, imaginons que j'ai un cube virtuel final, soit je reste dans le même document, je bascule en mode design et je crée mon document Webby. Soit ce que je fais, je m'arrête là, je sauvegarde, je mets un tampon et je le partage. Et libre d'utilisateur de créer un document Webby sur ce jeu de données, sur ce document Webby qui n'exposera que ce cube virtuel. Voilà. Donc c'est vraiment une excellente alternative. Et dernier point, là j'ai fait une fusion en 2 à 2. Alors j'ai juste annulé. Je vais faire delete de cet append. Juste pour vous montrer, ça va beaucoup plus loin, hein, cette fusion. Pour les proficients, je peux synchroniser. Si vous connaissez votre clé, voilà. Donc je sélectionne après left join et ensuite deuxième cube, je choisis un deuxième left join pour faire. En gros, vous pouvez créer une table de faits basée sur les 3 dimensions, etc., etc.
Donc, extrêmement puissant cet outil et je vous encourage vraiment à creuser et à le considérer comme un remplacement des univers multisources et deuxièmement, pour laisser vos business users créer des jeux de données à partir des différentes sources de données dont ils ont besoin de manière simple, intuitive et rapide. Et encore une fois, c'est itératif. On peut revenir en arrière, ça se rafraîchit, ça se met à jour et tout cela, on en tient compte. Voilà. Fin de la deuxième démo. Je vais quitter ce premier rapport et maintenant on va entrer vraiment dans Webi BI 2025. Alors, pour cela, comme je disais dans mon prélude, Webi dans la BI 2025, c'est le dashboarding. Et vraiment, on veut vous permettre de faire beaucoup de choses dans ce domaine. C'était possible avant, en 4.2, 4.3. L'expérience, il fallait vraiment être, comment dire ça, expert dans Webi pour réaliser cela, mais c'était possible. Maintenant, on veut que cela reste tout aussi possible, mais beaucoup plus simple et toucher plus d'utilisateurs, que ce soit des utilisateurs experts ou des nouveaux utilisateurs dans Webi. Alors, typiquement, on va y aller de manière didactique au début. C'est un dashboard que je vous ai préparé. Vous pouvez remarquer que la taille, il est d'un format qui match parfaitement la taille de mon écran ou la taille du document Webi. Hein. On a plusieurs choses à cet écran. Dashboard, c'est raconter une histoire. Donc pour cela, on vous fournit des nouveaux composants. Hein. Certains composants sont des composants de type image. Vous allez pouvoir insérer n'importe quelle image dans Webi et mieux les gérer et les utiliser pour créer vos représentations. Typiquement ici, cette frise ou un logo. Voilà. Deuxièmement, pour enrichir votre capacité d'expression via le texte, on vous fournit un nouveau composant qu'on appelle le Rich Text, qui vous permet de formater le texte, non pas de manière uniforme, à savoir c'est gras, c'est italique, c'est souligné, mais faire ce que vous voulez. Début, c'est en rouge gras, deuxième paragraphe, c'est en bleu, troisième paragraphe, c'est en jaune souligné, quatrième paragraphe, c'est highlighté, où j'ai des morceaux de texte qui sont highlightés. Donc on appelle vraiment du rich text. C'est possible, comme vous voyez ici un exemple simple, et en plus de tout cela, en fait, on supporte n'importe quelle balise HTML. Donc là, c'est pour les personnes un peu plus techniques. Soit on utilise l'interface pour créer ce rich text qui correspond un peu à une interface Word très simple. Je souligne, j'highlight, je mets en format ce que je veux. Soit on passe par du code HTML. Et alors là, ça devient très intéressant. Parce que comme on supporte n'importe quelle balise HTML, vous allez pouvoir injecter dedans ce que vous souhaitez. Donc là, si vous voulez par exemple mettre du texte avec du vidéo ou du Twitter ou autre chose, il n'y a aucun problème. Vous allez pouvoir le faire et donner cela à vos utilisateurs. Donc là, c'est un document Webi très simple. Pour ceux qui n'auraient pas remarqué, mais dans Webi, depuis la 4.3, on supporte plus de 360 icônes pour enrichir vos documents, pour les rendre plus sympas. Donc moi, j'ai utilisé quelques icônes pour naviguer dans mon dashboard. Donc ça, on va dire ça, c'est la page de bienvenue qui pourrait être le point d'entrée de n'importe quel document de type dashboard ou rapport, parce qu'on peut mixer les deux expériences. On va basculer vers le premier dashboard. Et là, ça va devenir intéressant pour vous. Quand je disais dashboard, dit interaction. Donc maintenant, ce qu'on fournit avec la BI 2025, c'est des contrôles d'entrée, non pas distribués dans l'interface. Avant, ils étaient dans le barre de menu tout en haut, dans la barre de filtre, hein, ici, ou sur la gauche en BI 4.2, en 4.3, tout est centralisé en haut. Mais maintenant, ce que vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir mettre vos points d'entrée, ce qu'on appelle les input control, directement dans le dashboard. On en fournit plusieurs types. Il y en a presque 12 ou 13. Par exemple, des toggles, des boutons, où vous allez pouvoir afficher des informations et sélectionner. Typiquement, ici, ce toggle contrôle ce bar chart et vous allez pouvoir, ce line chart, ce graphique en ligne, et vous allez pouvoir sélectionner quoi afficher. Ah, ça. Voilà. Des boutons de type point d'entrée, des listes. Voilà. Je veux pas de 2015, je le cache. Voilà. Je veux pas de tel trimestre, je le cache. Je veux pas de tel mois, je le cache. Donc là, c'est des sélecteurs. J'ai des listes déroulantes. Alors, je crois que le fait de partager mon écran avec vous tous a un impact. Des listes déroulantes. Voilà, tout simplement.
où vous allez pouvoir spécifier quel état vous voulez. Oh, ça c'était pour après, c'est la démo d'après ça. Oh là, des listes roulantes, voilà, j'en ai sélectionné quelques-unes. Ouais, c'est le partage d'écran, je pense. Ça va mettre à jour mes graphiques. Et ensuite, voilà. Ce que tu montres, c'est non, mais très le partage intéressant. d'écran, c'était la même chose mardi. Ouais. Voilà. Donc, et comment on est arrivé à cet état? Alors, pour permettre ce genre de choses, on va entrer dans peut-être la partie commencer un peu technique. Il y a tous les composants visuels que vous utilisez aujourd'hui en BI 4.2 et BI 4.3. On va appeler ça les blocs. Un bloc est de type table ou un bloc est de type graphique. Tout cela reste à disposition. Vous pouvez les utiliser en BI 2025, aucun problème. Vos documents 4.3, 4.2 fonctionneront à l'identique en BI 2025. Cependant, pour aller plus loin dans le domaine du dashboarding, on introduit des nouveaux graphiques basés sur une librairie qui s'appelle SAP UI5, qui est une librairie graphique mise à disposition par SAP. Si vous tapez SAP UI5, allez en ligne, vous pouvez même l'utiliser. Et c'est nous ce qu'on intègre par défaut dans la BI 2025. Et dedans, on a injecté donc par défaut dans la BI 2025 des widgets, on les appelle les widgets de type filtre, tels que ceux-là, des boutons, ici des listes déroulantes, il y en a d'autres, on a des sliders aussi, et également des graphiques. Et ces graphiques, vous allez pouvoir faire du zoom in, zoom out avec la molette, comme vous le souhaitez. Voilà. Donc ça, c'est à disposition. Et c'est pour tout cela améliorer l'interaction. Autre chose, vous connaissez tous le tooltip. Voilà, typiquement ici, quand je highlight ma barre dans ce graphique, le tooltip me donne Texas, pour quelle catégorie et pour quelle marge. C'est assez monolithique. À partir de BI 2005, vous allez définir qu'est-ce que vous voulez afficher dans votre tooltip. Typiquement, on a ce qu'on appelle des tooltips personnalisables. Vous pouvez les personnaliser en indiquant je veux afficher quand je sélectionne n'importe quel point de données dans mon dashboard, que ce soit dans un graphique ou que ce soit dans ma table, un graphique spécifique dans le contexte de ma sélection. Typiquement ici, j'ai sélectionné les sacs et les wallets pour l'année 2017 et le deuxième trimestre 2017, c'est ce qui est indiqué en haut, et ça me donne les produits correspondants et les marges, voilà, dans les couleurs et les marges. Ça marche pour autre chose, voilà. Ici, on va chercher autre chose. Vous voyez, ici, ça filtre, le contexte est respecté. Donc, je peux afficher un graphique, ou si vous voulez plus loin, vous pouvez donner beaucoup plus d'informations. Vous pouvez donner un ensemble de graphiques, donc un rich tooltip. Et vous voyez, là, ça devient, on est encore dans le contexte et ça devient hautement très intéressant et beaucoup plus interactif. Et si vous voulez, vous pouvez faire du tooltip, du custom tooltip dans le tooltip. Ici, je voudrais voir le détail de ce line chart. Et ben, ça reste encore dans le contexte où je vais pouvoir obtenir un peu plus de détails. Donc, vous allez pouvoir faire cela très simplement sans aucun code. Tout cela fait avec du glisser-déposer où j'active telle option ou telle autre option. Donc voilà, première chose, le mode dashboard. J'ai parlé des layouts qui se permettent de répondre, qui permettent de fitter parfaitement à l'écran. Autre dashboard, et on continue dans les nouveaux graphiques, ce qu'on appelle les widgets. Hop, c'est pas grave. J'ai fermé celui-là. On a maintenant, à partir de la BI 2025, des tables, ce qu'on appelle des tables avec ascenseur, ici. Donc, plus besoin d'avoir des tables qui sont paginées, donc des tables où vous devez aller atteindre la page suivante, page 1, page 2, page 3, page 4. Le contenu de la table peut être affiché dans ce widget de type table avec ascenseur. Voilà. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est sympa, mais on peut aller plus loin, peut-être, notamment dans la représentation des objets de type mesure. Ici, on a des integers. Maintenant, ce que vous pouvez faire, encore une fois, ici, on a un widget intéressant qui vous permet de faire du show hide, ce qu'on appelle un container, ce qui permet d'afficher à une autre table, mais cette fois-ci, les mesures sont affichées sous forme de micro-chart. J'en ai 4. J'ai un bar chart, j'ai un pie chart, j'ai un alerteur et j'ai un Harvey Ball ici. Donc c'est très simple et tout cela se configure encore une fois grâce à des options ad hoc à activer dans le graphique, le nouveau widget de type table. Vous avez vu ici,
hein. J'ai un sélecteur qui permet d'afficher des composants. J'ai 2 boutons, mais je vais pouvoir avoir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, vous allez pouvoir créer des graphiques assez puissants. Et dernier exemple, pour la mobilité. Si vous avez un besoin de mobilité, vous allez pouvoir créer des dashboards qui matchent parfaitement la taille d'un smartphone. Et cela se fait de manière très facile. On vous fournit des layouts, ce qu'on appelle des layouts, qui correspondent à différents types de smartphones ou de tablettes que vous allez pouvoir utiliser pour créer ce type de dashboard. Et c'est très facile, hein. Une fois que vous avez un layout qui correspond parfaitement à votre smartphone, c'est juste une question de glisser-déposer et d'être un peu imaginatif et inventif pour réaliser ce type de choses en quelques clics. Voilà, donc là, vous présentez l'histoire, mais maintenant, on va entrer dans le mode design et on va revenir un peu sur l'interface pour vous présenter les ajustements que nous avons effectués dans l'interface pour réaliser tout cela. Ah non, 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 excusez-moi. Là, je vous ai présenté un dashboard et je suis en mode connecté. Donc, ça signifie que toutes les interactions et tout le contenu des données avec lequel je joue, je suis connecté à mon browser qui pointe vers mon serveur en ligne BusinessObjects BI 2025. Hein. Donc, ce qu'on a, et je peux bénéficier de tout cela. Et j'ai parlé d'une innovation qui est importante, c'est comment toucher des nouveaux utilisateurs, comment leur donner accès à Webby sans les déclarer comme utilisateurs, sans les laisser en gros consommer une licence. Tout en bénéficiant de cette richesse de Webby et de tout ce qu'on a fourni à partir de la BI 2025. Et donc, pour cela, on a développé un nouveau format d'export. Vous connaissez le format Excel, PDF, HTML, texte CSV, et donc on fournit le format WIDX. Donc WIDX, qu'est-ce que c'est? On va faire simple, je vais faire une analogie. C'est comme un document PDF, ça contient toutes les données, vous pouvez le voir, vous pouvez l'utiliser, mais en plus, on vous fournit l'interactivité. Alors, je mens un petit peu en disant que c'est un document PDF, parce qu'un PDF, c'est sur plusieurs pages, mais en gros, c'est ça. C'est votre dashboard que vous avez à l'écran, ce qui correspond à un rapport dans ce document. Ce document qui s'appelle GBO DMO1 BA 2025, c'est un document Webby avec 1, 2, 3, 4, 5 reports, qui sont 5 tabulations, qui sont 5 dashboards. Le WIDX, c'est un seul dashboard. Un seul dashboard, c'est quelque chose qui s'exprime sous forme d'un seul écran. Ça contient les données, ça contient le layout que vous voyez là derrière l'écran, ça contient toutes les interactions et ça contient l'ensemble du formatage. Voilà. Donc une fois que vous avez sélectionné cela, vous faites un export. Ce que ça va faire behind the scene, derrière la scène, c'est que ça va générer un package. Ce package, ce sera un point zip. Vous allez récupérer un point zip. Vous allez le télécharger. Ce point zip va faire environ 10 mégas. Vous allez le dézipper. Ça va vous donner quelque chose qui va faire à peu près 30 mégas. Vous allez entrer dans le répertoire et vous allez double-cliquer sur le WIDX qui est ici. Et ce qui est bien, c'est que ce WIDX, il est complètement autonome. Complètement autonome, vous avez juste besoin d'un browser. Vous n'avez pas besoin d'être connecté à un réseau, pas de Wi-Fi, pas de network, c'est inutile. Pas besoin de Business Objects. Toutes les données sont dedans, donc ce qui fait d'un point de vue sécurité, c'est à vous d'être sûr d'être faire attention à ce que vous avez partagé et ce qu'il contient. Double-clic. Ça va m'ouvrir le panneau, je clique en Open. Alors, c'est sur mon deuxième écran, je vais le chercher. Ça va m'ouvrir le WIDX dans une fenêtre complètement indépendante et vous notez que ça ouvre en gros dans mon browser, dans un browser. Voilà. On va attendre un petit peu que ce soit ouvert sur mon deuxième écran avant de faire la translation vers le deuxième. Voilà. C'est en cours d'ouverture. Et voilà. Ce que vous récupérez, c'est ça. C'est un document WIDX. C'est autonome et ça contient tout ce que je vous ai présenté préalablement. Le premier document. Alors, ça, on l'a conservé sous forme d'image, hein, mais vous ne pourrez pas naviguer vers les autres dashboards. C'est un seul dashboard. Ça contient les interactions. Donc, je peux faire du filtrage, comme ceci. 2015, j'enlève. Je peux avoir un focus uniquement sur, par exemple, celui-là et celui-là. Sur les états, j'en voudrais moins. Pas tous, mais je n'ai moins
Colorado et Floride. Et voilà. Donc ça, c'est super. C'est assez génial. Donc vous pouvez faire un export de manière interactive, donc depuis l'interface WebIntelligence connectée, soit vous pouvez le planifier via une planification ou ce qu'on appelle le scheduler. Hein. Moi, j'ai envie de dire que c'est un peu game changer. Parce que imaginez, vous avez des sous-traitants qui n'ont pas accès à Business Objects, mais vous voulez par exemple leur donner une vue sur l'état de vos stocks pour qu'ils puissent vous réapprovisionner. Ben, vous leur envoyez ça tous les matins dans un fichier sécurisé, dans un file system ou par exemple via un drive, que ça pourrait être Microsoft Drive ou Google Drive. Voilà, vous déposez ça tous les matins dans ce type de drive, dans ce file system, et lui, ce qu'il va faire, c'est juste à le décompiler, le dézipper et l'ouvrir, et il aura les dernières données, la représentation et les filtres pour jouer avec. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi, pour tous les widgets. Grégory. Vas-y. Non, j'allais dire, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, ce que tu viens de montrer, c'est tout à fait game changer, à la fois sur le dashboard interactif en ligne, qui vient répondre à un besoin un peu de data visualisation aussi qu'on peut avoir sur SAP, et ce que tu viens de montrer avec le nouveau format WIDX, complètement décorrélé de Business Object, consommable hors ligne, et qui en plus ne consomme pas une licence SAP Business Object, si j'ai bien compris. Donc oui, effectivement, c'est Oui, tout tout à à fait. fait. C'est les parties de licensing. En gros, c'est juste un format d'output. En gros, c'est gratuit. Voilà. C'est gratuit. C'est gratuit. Et je pense que vous pouvez facilement deviner les avantages. Typiquement, pour exposer ce type d'information dans un intranet ou un extranet, donc on parle là d'accès public, bah, vous allez pouvoir faire cela. Voilà. Et encore une fois, là, je vous donne un deuxième exemple. C'est le deuxième dashboard que je vous ai montré précédemment. D'abord, regardez, là, avec les tables scrollables, tout reste à disposition. Je peux continuer à driller, appliquer. Ça se met à jour. Je veux qu'une seule ville, Austin. Et on y va. Et voilà. Et ça se recalcule, ça se met à jour. Très simplement. C'est assez puissant. Donc, reste plus qu'à vous de trouver le bon cas d'usage et l'utilité par rapport à cela. Moi, j'en ai un. Hein. Typiquement, ça concerne par exemple la gendarmerie nationale. La gendarmerie nationale avait un besoin, par exemple, pour certains généraux qui, lors de certaines réunions, vont dans des endroits où il n'y a pas de connexion, donc pas de réseau, pas de Wi-Fi, mais qui ont besoin d'avoir accès à leurs informations qui sont dans des documents Webi, parce que la gendarmerie nationale utilise Webi. Grâce à cela, ils vont pouvoir créer des dashboards avec les KPI dont ils ont besoin dans ce type de technologie, dans un document Webi, en utilisant les nouveaux widgets, exporter sous forme WIDX, le transmettre au général qui va pouvoir partir en réunion avec son dashboard WIDX interactif et mis à jour très simplement et facilement. En plus, la courbe d'apprentissage est quasiment nulle parce que ce qu'il utilisait en étant connecté dans le browser, bah, il va pouvoir faire exactement la même chose, déconnecté offline à l'intérieur du WIDX. Je pense à une catégorie de commerciaux, hein, ça peut être aussi intéressant. Et je pense surtout à l'ensemble de sous-traitants qui ne sont pas des utilisateurs Business Object, mais à qui vous souhaiteriez distribuer quelque chose qui soit autre chose qu'un fichier PDF statique ou un rapport Excel qui, lui, est ce qu'il est. C'est exactement ce que j'allais dire, Grégory. En fait, le cas d'usage que je voyais, c'était exactement ça. C'était le cas d'un sous-traitant ou d'un client à qui on devrait donner accès à certaines informations. Le plus, c'est qu'on conserve, par rapport à un fichier PDF, on conserve l'interactivité. Donc, ça fait tout son sens, en fait, dans ce cadre-là, de pouvoir mettre à disposition des fichiers au format WIDX, comme tu le dis. Je te propose de prendre une ou deux questions, Grégory. Oui. Est-ce que tu as fini avec la présentation ou tu as encore une partie à montrer? J'avais une petite partie à montrer encore sur la démo qui était d'accéder le mode design pour montrer tout ce qui a changé et expliquer sommairement un peu ce à quoi vous devez vous attendre. Parfait. Écoute, on va prendre les deux petites questions qu'on a eues et puis tu vas pouvoir tranquillement Ok. montrer tout ça. La première, alors je ne suis pas sûr de la comprendre, c'est une question de Christian qui demande est-ce que les rapports ne sont plus affichés? C'était au moment où tu faisais la démo du dashboard en ligne. Donc, Alors, les rapports, peut-être ce qu'il veut signifier, c'est les rapports paginés.
Alors oui, les rapports paginés ne sont plus affichés en mode Windix. Enfin, si vous avez un rapport paginé, ça reste là, hein, bien sûr. Là, ce que je vous ai montré depuis le début, c'est juste un document, un dashboard que j'ai créé pour les besoins de cette démonstration. Mais si vous avez un rapport paginé, alors est-ce que j'ai un rapport paginé là, rapide? Peut-être pas. Peut-être pas. Ou si, ici j'ai un rapport paginé. Voilà. Les rapports paginés restent là, bien sûr. Bien sûr, on n'a pas enlevé ce qui fonctionne très, très bien et qui est d'ailleurs le premier cas d'usage de Webi. Voici un rapport paginé avec le multipage, page 2, page 3. Donc tout cela reste là, encore une fois. Et tout ce que je viens d'expliquer, c'est en plus. Vous décidez de l'utiliser ou pas, d'ajouter un dashboard à côté d'un rapport paginé. C'est un choix. Mais ce qui est important de savoir, c'est que les rapports paginés ne sont pas disponibles en mode Windix. Alors là, je vais devoir faire un petit laïus qui, j'espère, ne pas vous perdre. Depuis le début, je mentionnais le fait qu'on avait des nouveaux composants graphiques de type widget basés sur une technologie qu'on appelle SAP UI5. Pour créer un Windix, donc ce fameux document offline avec les données, avec l'interactivité, vous ne devez créer un rapport, un dashboard qui ne comprend que ces objets de type Windix. Voilà. Il y a une raison toute simple à cela, c'est que ces nouveaux composants Windix s'exécutent comptés dans le browser, ce qu'on appelle front-side, user-side. À la différence de la technologie précédente, qui est toujours là, les blocs, qui, elles, s'exécutent côté server-side. Donc nous, on avait besoin d'une techno qui s'embarque dans un browser, et les widgets basés sur SAP UI5 nous permettent de faire cela. Donc une fois qu'on a créé un dashboard avec uniquement des widgets de type SAP UI5, on peut, en gros, couper les ponts avec les serveurs et ne conserver que ce qui existe dans le browser pour proposer une consommation offline et déconnectée. Et c'est ce qu'on a fait avec le Windix. J'espère ne pas avoir perdu, mais je vous explique encore une fois dans la démo comment faire le distinguo entre les deux dans quelques instants. Pas de souci. Christian a précisé sa question, pardon, et il a précisé affichage des rapports en mode lecture versus design. Oui, tout cela reste, il n'y a pas de problème. L'onglet reste ici en haut, là, Reading versus Design. Parfait. On va prendre une dernière question de Mathieu qui se demande si ces nouveaux rapports en format Windix sont intégrables dans un mail ou dans un intranet. Intranet, oui. Mail, alors non. Non, parce que ce qu'on génère, à la fin de la chaîne de génération du Windix, c'est un point zip. Donc ça n'a pas vraiment de sens d'intégrer un zip par email qui fait 10 mégas. Je pense que vos utilisateurs ne vont pas beaucoup vous aimer si vous faites cela. Donc effectivement, le cas d'usage principal, et je l'avais illustré dans la présentation, vous allez la voir, c'est d'utiliser les systèmes de fichiers. Hop. Normalement, vous allez voir quelque chose. Voilà, à l'écran. Les systèmes de fichiers. Donc, soit vous dézippez préalablement et vous demandez à un utilisateur mobile d'aller chercher le point Windix, soit vous mettez tout à disposition dans FTP, SFTP, dans les systèmes partagés, les fichiers partagés, soit dans les drives, soit dans les Internet ou les portails externes. Voilà. Parfait. Merci Grégory. Je te laisse tranquillement dérouler ta dernière partie sur la BI. Merci Mofid. Alors, vous voyez toujours mon écran correctement? Oui, là on voit le dashboard. Voilà, donc là, on a basculé en mode design. Alors d'abord, vous l'avez peut-être remarqué, mais les panneaux de droite qui ont été introduits en BI 4.3, il y a une petite évolution. Pour afficher, par exemple, les objets, ils sont plus en mode horizontal, mais en mode vertical. C'est la même chose, sauf maintenant, c'est les radio-boutons en mode vertical. Voilà, c'est exactement les mêmes fonctionnalités, mais exposées différemment. Même chose ici, par exemple, pour les propriétés, etc. Voilà. Alors, je vais revenir sur mes objets. Non, même pas, je le recache. Ce qui est nouveau en mode design, c'est on a un panneau de gauche. Le panneau de gauche. Alors, je vais prendre un rapport blanc pour se expliciter.
Le panneau de gauche propose trois choses. D'abord, c'est l'ensemble des sources de données. Donc, c'est les sources de données auxquelles vous allez pouvoir accéder. Donc, c'est très simple. Plus besoin d'aller chercher dans le menu de faire Add Data Source. Pour ajouter une data source, ça se passe ici dans ce panneau. Hein, vous pouvez le cacher ou le montrer. Ça liste tout ce à quoi vous pouvez avoir accès. Les univers, les fichiers Excel, les sources de données ou les fichiers plats dans les drives ou même les services OData, les OData Web Services. À noter que si vous voulez utiliser un fichier Excel, il y a une simplification qui est assez importante. C'est que quand vous voulez faire un fichier Excel, vous sélectionnez un folder et vous pouvez directement l'uploader ici. Donc ça va chercher votre fichier répertoire local et j'upload à partir d'ici. Vous n'avez plus besoin d'être dans le BI Launchpad pour uploader le fichier Excel avant d'aller dans Webby. Tout se fait à partir directement de Webby. Je sélectionne Excel, je sélectionne un folder qui va être l'endroit où je vais uploader le document Webby grâce à cette icône à présent. Voilà, donc ça c'est pour la sélection des sources de données. Deuxième chose, vous allez pouvoir sélectionner votre layout. Donc j'ai dit, on crée des Webby, c'est très puissant pour créer un peu ce que l'on veut. Le premier mode, c'est le mode report. Donc des fichiers, des rapports de type A2, A4, hein, qui est la pagination classique. Donc on vous les expose ici et il y a un shortcut en haut qui vous dit quel est le layout actuel affiché à l'écran. Ce qu'on vous fournit avec la BI 2025, c'est ce que j'appelle les layouts de type dashboard dédiés à une consommation de type écran. Donc là, on est sur des écrans de type moniteur, écran de type taille médium. Voilà, on exprime sous forme ou petit. On exprime tout cela sous forme de pixels, ce qui est très simple. Ou de la mobilité, des mobiles avec des écrans plus ou moins larges, des écrans de smartphone médium ou petit. Voilà. Encore une fois, c'est exprimé sous forme de pixels ou des tablettes. Hein. On a un usage de tablettes, que ce soit des Microsoft ou Apple. Et là, encore une fois, c'est très simple, on choisit votre tablette. Ce qui est intéressant aussi pour vous, pour savoir, c'est que une fois que vous sélectionnez votre layout, qui est par défaut est de 1280 par 720. Mais si vous avez des écrans de taille spécifique et celle-ci, par défaut, qu'on propose sur iPhone, ne vous convient pas, eh bien, devinez quoi, vous allez pouvoir les changer. On a ici la possibilité de dire Custom Layout, personnalisable. Donc, je choisis la taille en pixels, centimètres ou autre. Vous spécifiez si vous voulez conserver le ratio et si vous voulez que ce soit en mode portrait ou landscape. Vous avez la main, vous choisissez le layout dont vous avez besoin. Nous, ce qu'on vous fournit, on vous fournit juste des layouts par défaut, mais si ça ne convient pas, vous changez. Et dernière entrée, c'est là où on arrive aux composants graphiques. Alors, maintenant, plusieurs choses. On va focaliser en haut ici ces trois boutons, ils sont importants. Je disais, il y a les composants, ce qu'on appelle legacy, fournis en 4.2, 4.3, qu'on appelle les blocs, et il y a les nouveaux composants qu'on fournit à partir de la BI 2025, qu'on appelle les widgets. Ce premier bouton vous donne accès à l'ensemble des composants. Ici, il n'y a pas de distinction. C'est classé par catégorie, hein, table, comparaison, tendance, proportion. J'ai des boutons pour étendre la liste ou pour la plier. On va l'étendre. Hop, j'ai toute la liste. On a appliqué un code couleur. Et on va commencer à driller dans le détail. Les composants venant de 4.2, 4.3 qui ont un usage plus de type plutôt rapport paginé, qui est le sens ici de cette icône, un rapport paginé, sont en orange, ici, orange-rouge, et vous permet de créer quelque chose de type paginé, qui fonctionne très bien sur plusieurs pages, que vous allez pouvoir exporter dans des PDF sur plusieurs pages. Si vous voulez créer quelque chose de type dashboard, qui s'exporte très bien au format Vidix, donc ce fameux artefact offline, il y a cet onglet ici, avec l'indication ici, qui vous dit, hop, j'arrête de bouger, la pastille, le tooltip devrait nous dire quelque chose. Bon, ne le dit pas. Bon, les nouveaux widgets sont en bleu. Et ici, vous allez trouver des graphiques de type comparaison, tendance, proportion, distribution, corrélation, indicateur, des cellules, dont mon rich text et ma nouvelle cellule pour uploader des images, et mes filtres ici.
Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc j'ai fait une petite démo très rapide. On va créer un dashboard ensemble pour vous montrer comment tout cela s'agence. Typiquement, une table de type scrollable, je vais la chercher. Donc c'est écrit en gros, tap SAP UI Media 5. Je la glisse et dépose. Donc on a conservé ce même workflow. Pour la remplir, bah, ça devient très simple également. Je vais choisir mes objets. Où sont mes objets? Ah bah tiens, j'ai un petit bug dans ici qui n'apparaît pas. Qu'est-ce qu'il a? Je cache le mode reading. Je reviens en mode design. Hop, mes objets avaient disparu. Voilà, j'ai mes objets. Que rien, je vais prendre quelques objets, je vais prendre tout cela. Hop, je les glisse dans ma table. Voilà, quelques mesures également. Je les glisse ici. Et voilà, maintenant, c'est juste une question de retailler tout cela, ça se fait très simple. Par ailleurs, hop, voilà. Ah, qu'est-ce qu'il a? Alors, c'est juste le rapport, j'ai juste besoin d'aller ici. Je suis sûr que j'ai dû laisser traîner des tac, tac, width, blablabla. Ce que je vois, dimension et mesure, il est bon. No color, background, non, c'est lui que je veux. Voilà. Reported or hide raise, et il est bon. Hop, je vais le déplacer un petit peu. Je vais le mettre ici. Parfait. Voilà, on va insérer quelques éléments de sélection, donc une liste de filtres. Donc là, si je veux la remplir, il me faut une dimension. On va prendre catégorie, par exemple. Voilà. Je me dépêche de lui donner des détails et des proportions qui sont intéressantes. Voilà. Tu prends ton temps. S'il y a des questions entre-temps, je peux essayer de répondre. Voilà. C'est une très bonne idée. On va prendre 2-3 questions le temps que un tu slider. es capable de faire les deux. Voilà. On a une question de Mohamed qui demande ce que devient le SDK BO et le requêtage de l'API RESTful en BI 2025. Est-ce que c'est toujours dispo? Tout à fait, cela ne change pas. Les RESTful Web Services sont disponibles en BI 2025. Ils sont du même niveau que la BI 4.3, bien sûr enrichis de quelques nouvelles fonctions et points d'entrée que nous avons fait en BI 2025. Encore une ou deux questions. Est-ce que c'est possible de planifier, voire publier les WIDIX? Oui. Parfait. Question courte, réponse courte. Et j'ai une dernière question de Fatih qui demande dans le mode données, donc dans le mode data, est-ce qu'il y a de nouveaux connecteurs qui seront disponibles, nouveaux connecteurs de données? Donc en termes de sources de données, je ne suis pas très je ne connais pas la PAM par cœur, mais il doit y avoir quelques bases de données en plus, oui, certainement. Donc Fatih, on reviendra vers vous typiquement juste Avec le après le PAM, ce sera webinaire mieux. avec la PAM. Et je te Voilà. relaisse, Grégory. Voilà, j'ai presque terminé, vous voyez, donc je viens de mettre un slider. On a des guides pour aligner les choses de manière simple. On va insérer, alors j'ai une cellule, on va insérer une image, et on va terminer la démo comme ça. Ce ne sera pas la meilleure, mais c'est juste pour montrer à quel point c'est simple. Ici, j'insère un composant graphique qui est de type image. Donc, il me faut une image. Hop, je vais dans le formatting. Ici, je vais naviguer dans mes images qui devaient être peut-être... Non, pas ici, prépa. Voilà, je vais prendre une bannière qui existe. J'ouvre, je l'insère. Ah, ça c'est pour dire que c'est terminé. Oh, allez, donne-moi quelques instants. J'insère une bannière en haut. Je l'aligne avec le reste. Allez, les proportions ne sont pas les plus idéales, mais on va dire que ça fait le job. Ah, dernière chose que je voulais faire dans cette table, on va changer les représentations des mesures. Donc, on va dire que discount, ce n'est pas du texte, c'est une barre.
Voilà, on va dire que quoi la margin, on va dire que c'est une boulette. Et bon, on va pas passer le temps de dire quel est l'état de cette boulette. Les quantity sold, on va dire les ventes, que ce soit du Harvey Ball. Et est-ce que j'ai encore une mesure? Non, j'en ai que 3. Si, j'en ai une qui est cachée, c'est le revenu. Elle est cachée derrière. On va juste retailler un petit peu tout ça. Ah, j'ai besoin de juste effacer ceci qui m'embête un peu. Voilà. On voit en tout cas la simplicité avec laquelle c'est la simplicité de créer en fait ce que tu es en train de faire. Là. Ça paraît très très simple de le faire. Ben, ça, si vous savez utiliser Excel, normalement, ça c'est pas devrait aller. très compliqué. Ça semble. Alors, je cherche mon tête de colonne, elle est là. On va diminuer encore un peu. Bon bref, voilà. Et le 16 revenu, on y revient. Je vais ici, je choisis Sales Revenue et lui, le dernier, c'est le radial. Allez, voilà. Il est là. Donc un petit coup de sauvegarde. Voilà. Donc très simplement. Et ça, si je veux l'exporter en Widix, je vais ici. Widix, je sélectionne ce dashboard, j'exporte. Alors, la question est combien de temps va-t-il prendre pour me générer le premier jeu de 10 mégas? Je parie sur moins d'1 minute. Juste le temps de demander à Georges s'il est toujours présent pour la partie conclusion. J'aimerais le refaire monter sur scène s'il ne voit pas d'inconvénient. Puis on va prendre une dernière question que je vois de Damien et puis on va pouvoir clôturer typiquement la journée, le voilà. la demi-journée digitale. Donc moins d'1 minute, j'avais raison. Hop. Et je pense que c'est bon. 10 mégas, on dézip. Non, pardon, on va faire un extra. Oh là là, il y a des raccourcis Windows pourtant. Je suis obligé de revenir juste en arrière. Alors 15% d'extraction. Je pense que ça s'ouvre. Je vais afficher la question le temps que ça s'affiche. Si tu as des questions, vas-y, je t'en prie. Oui, on a la une fin de la dernière démo. question de Damien qui voulait savoir s'il y a de nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur les planifications et les publications sur la BI 2025. Publication et planification. Alors, mis à part l'introduction du nouveau format Widix, non, non. Peut-être. Je vous avoue que j'ai un doute. Non. Bon, pareil, on va revenir vers Damien si jamais tu peux étayer la réponse. Mais déjà, l'introduction du nouveau format Widix en est une très grosse de nouveautés d'innovation. Donc, je pense que tu vas ouvrir ton Widix. C'est pareil, ça va prendre un peu de temps. Ça me laisse un peu le temps de remercier en tout cas Georges. Oui. Avec plaisir. Je t'ai fait remonter sur scène. Merci pour ta participation et pour tes démos. Grégory qui vient d'ouvrir son Widix, je te remercie aussi pour cette grande première en France sur la démo de BI 2025 et la réponse à tes questions. Et j'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui sont un peu dans l'ombre, notamment le département marketing chez nous qui travaille très bien sur le contenu, notamment les slides, sur les guides de migration qu'on va vous mettre à disposition. Quelqu'un comme Jade, par exemple, qui est en backstage et qui gère un peu l'affichage aussi pour nous. Donc, merci personne-là de l'ombre. Et merci à tout le monde pour votre participation à cette demi-journée dédiée à SAP Business Object, encore une fois. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous pinguer, très simplement. Au revoir. Bye bye. Merci à tous de votre attention et de votre présence. Bon amusement avec la BI 2025. Au revoir. Au revoir.